Donc bonjour à toutes et à tous. Très heureux là de commencer cette session regard croisé expert ICO startup. Donc comme c'est la première session, quelques informations sur le format. C'est des sessions qui vont durer 25 minutes. On va avoir 20 minutes d'échange et puis on aura 5 minutes pour prendre les questions de la salle. Cette première session, on va plutôt parler biotech. La deuxième session, on parlera plutôt medtech. Et puis on aura une troisième session, on parlera plutôt numérique. Donc dans cette session qui a pour thématique tumeurs sur puce et radiothérapie interne vectorisée, j'ai le plaisir d'animer les échanges entre Sylvain Fagné, président d'Atonco et entrepreneur en innovation médicale, et puis le professeur Sophie Lelièvre, chercheuse à l'ICO et directrice du laboratoire SCAS. Moi, c'est Charles Garnier, je suis chef de projet innovation au sein d'Impulse by l'ICO. Alors, au travers de cette session, on va pouvoir vous illustrer la collaboration Atonco-ICO. C'est l'illustration d'un des programmes d'Impulse, donc le PIC programme, qui permet notamment l'accès à des tumeurs sur puce personnalisées. Donc, on va vous parler de tumeurs sur puce, vous définir ce que c'est que les tumeurs sur puce. Et pour commencer cette première session, je me tourne vers toi, Sylvain, pour te demander déjà de nous présenter Atonco et puis de nous en dire peut-être un petit peu plus sur ce que c'est que la radiothérapie interne vectorisée. Okay, bonjour, merci beaucoup de cette initiative d'Impulse. C'est un honneur d'être parmi vous. Donc, je suis président d'Atonco et de Naogen Pharma, deux sociétés fondées par Jean-François Chattal qui traitent de médecine nucléaire. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, la médecine nucléaire, ça consiste à utiliser des éléments radioactifs, des radioisotopes, des radionucléides, et de les utiliser soit pour faire de l'imagerie, soit pour faire de la thérapie. Donc à Atonco, on est spécialisé dans l'alpha-immunothérapie. Donc aujourd'hui, les patients sont traités principalement par chimiothérapie, c'est-à-dire qu'on va utiliser un agent qui va bloquer la division cellulaire, la mitose cellulaire, pour détruire les cellules cancéreuses, mais malheureusement, cette mitose va bloquer aussi les cellules saines, principalement sanguines et du système digestif, qui vont entraîner des complications et des effets secondaires. Donc le challenge de la radiothérapie interne vectorisée, ce qu'on appelle la RIV, c'est d'utiliser un élément radioactif qu'on va cibler. On va cibler une cellule cancéreuse en utilisant un vecteur, généralement un anticorps, un peptide, une petite molécule, qui va se fixer sur les antigènes de la cellule cancéreuse, et l'élément radioactif qui est fixé sur ce vecteur va détruire spécifiquement la cellule cancéreuse en diminuant au maximum l'effet de toxicité de l'agent thérapeutique. Voilà. Concernant Atonco, le premier projet, c'est le cancer de la vessie, dans lequel on instille dans la vessie un élément radioactif qui est l'astate 211, et par un effet d'alpha-immunothérapie, on va détruire les cellules résiduelles laissées par le chirurgien après une résection, c'est-à-dire en enlevant les tumeurs papillaires de l'épithélium vésique. J'essaie de faire un peu de vulgarisation, j'espère que c'est compréhensif. Ensuite, concernant notre partenariat, pourquoi c'est important pour nous, on va dire, d'avoir un partenariat fort avec l'ICO, il y a plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est qu'on a besoin de partenaires pour le développement clinique. Donc, concernant notre projet pour le cancer de la vessie, on travaille avec l'équipe de Caroline Rousseau, qui nous a déjà mené une étude en 2021-2022 dans laquelle on utilisait un élément radioactif, mais uniquement d'imagerie, le zirconium 89, dans lequel on a démontré chez 6 patients que le produit restait bien dans la vessie et qu'il n'y avait pas d'effet toxique sur les autres organes qui pourraient être affectés par cet élément thérapeutique. Donc ça veut dire que sans l'ICO et sans les équipes de recherche clinique, on ne pourrait pas faire notre job. Donc la start-up Atonco a grandement besoin du support et de ce partenariat avec l'ICO. On se projette aussi sur une étude thérapeutique peut-être dès l'an prochain, puisqu'aujourd'hui on va déposer auprès de l'ANSM notre dossier du médicament, ce qu'on appelle l'IMPD, de façon à pouvoir instiller des patients à la stade 211 dans l'indication du cancer de la vessie, on espère dès 2025. Ça, c'est très important pour nous, ce partenariat avec ICO. Le deuxième aspect, c'est qu'on essaie aussi de se projeter dans les prochaines innovations, puisque notre ADN, c'est vraiment la stat et l'innovation. Et là, on travaille avec le laboratoire de Sophie Lelièvre, qui essaie de nous développer des modèles précliniques dans lesquels on n'utilise pas des cobayes, des animaux, mais on utilise des modèles 3D
Là, Sophie va vous expliquer un peu ce qu'elle fait au niveau de son laboratoire, tant au niveau académique que du partenariat qui nous amène à travailler ensemble. Parfait, merci. J'ai presque pas besoin de poser des questions, puisqu'effectivement, la question suivante, elle est pour Sophie. Déjà, est-ce que tu peux nous définir ce qu'est une tumeur sur puce et en quoi ça apporte une nouvelle approche pour aller chercher des nouvelles indications thérapeutiques? Merci, avec plaisir, et merci pour cette transition très, très bien faite. En tumeur sur puce, il n'y a rien d'animal dedans. Parce qu'en fait, en anglais, c'est tumeur on chip. Déjà, on réalise en chip, ça veut dire il y a de l'ingénierie. Effectivement, c'est le fait qu'on fait de la culture de cellules tumorales, donc de production de tumeurs, avec l'aide d'ingénierie qui va être soit de la microfabrication pour donner une géométrie particulière dont on a besoin pour reproduire la tumeur comme elle serait dans l'organisme, soit pour apporter de la microfluidique, c'est-à-dire les liquides qui vont nourrir la tumeur, mais de façon en petite quantité, comme si ça diffusait, comme pour les fluides ressortent du sang pour aller nourrir la tumeur, mais il y a une certaine vitesse, donc on veut reproduire également, on peut reproduire cette partie de la tumeur. Et puis enfin, il peut y avoir également, comme pour les puces électroniques, on peut rajouter de l'électronique dans le système qui permet de directement mesurer des paramètres X ou Y. Donc, ingénierie, quand on parle de puces. L'autre partie, c'est tumeur. La tumeur, ça veut dire que c'est un tissu normal, mais qu'on peut reconnaître. Donc ça fait partie de ce qu'on appelle la culture en 3 dimensions, c'est le fait de reproduire des morceaux de tissu, qu'ils soient sains ou anormaux, comme ils sont dans l'organisme. Et pour ça, il faut en fait apporter aux cellules un micro-environnement qui va leur permettre de reproduire ce tissu et de reproduire le comportement comme ça serait dans l'organisme. C'est essentiel, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a dit il y a déjà très longtemps, c'était en anglais, c'était « Ask a cell what it does, not what it can do ». C'est vraiment ça la culture en 3D. Il faut reproduire un micro-environnement qui permet aux cellules de s'organiser comme il faut et non pas les forcer à faire autre chose pour lequel elles ne feraient pas in vivo. C'est essentiel à comprendre dans les mécanismes de production de modèles. Et pourquoi c'est important pour des compagnies qui vont développer des produits anticancéreux? Bien parce qu'il y a plusieurs raisons. Je vais citer pour moi celles qui sont les principales. D'abord, c'est un système qui est entièrement contrôlé. J'en parlerai à la fin. Et on sait pour le moment que la façon de tester les molécules, c'est de mettre des tumeurs sous la peau des souris. Ça, malheureusement, maintenant c'est avéré, au moins 70% des molécules qui marchent la souris ne marchent pas en essai clinique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une perte de chance pour les patients qui sont enrôlés dans ces essais. Ça veut dire une perte d'argent et de temps pour les développeurs de matériaux, de molécules anticancéreuses. Et ça veut dire également des sacrifices de milliers de souris inutiles. Moi qui suis médecin vétérinaire, c'est essentiel de pouvoir participer à la France d'ailleurs à quelque chose au niveau national, ça s'appelle les 3 R, de rediriger, réduire et remplacer même l'utilisation des animaux en expérimentation. Ça, c'est vraiment le nerf de la guerre pour nous en ce qui concerne le développement de ces modèles. Ça va vraiment au-delà de faire tout simplement des tests en préclinique des molécules. Et enfin, de faire de la culture 3D avec plus le système sur puce qui permet vraiment de bien tout contrôler. C'est ça, on va contrôler toutes les étapes de reproduction de la tumeur et de son traitement. On connaît tout ce qu'on met, même on n'utilise pas de sérum. La plupart des traitements similaires, c'est 99,9% du temps, c'est avec du sérum, dont on ne connaît pas la composition, donc tous les molécules sont sans sérum, donc c'est un système contrôlé. Et qu'est-ce que c'est? Une reproductibilité pour les résultats, c'est essentiel quand on fait des développements de molécules, d'avoir un système qui permet d'être reproductible dans les résultats qui vont permettre de choisir quelle est la molécule la plus importante à poursuivre après en essai clinique. On va rajouter un point par rapport à la présentation de Sophie, c'est que
effectivement dans les modèles précliniques dans lesquels on essaie de reproduire par des modèles de xénobrefs qui ne sont pas reproductibles de ce qui se passe véritablement dans la physiologie d'un patient. Il y a aussi une volonté des agences de médicaments en Europe et aux États-Unis qui poussent d'utiliser des modèles sur plus, modèles 3D de façon à diminuer le sacrifice de l'animal. Donc il y a aussi une volonté écologique un peu humaniste et philanthropique de diminuer le sacrifice des animaux. C'est un bel objectif pour nous aussi de s'associer à cette dynamique. Merci beaucoup là pour cette belle introduction sur les tumeurs sur pouce, sur ce cas à Tonko. Sylvain, maintenant si on parle un peu plus de la collaboration avec les équipes de Sophie, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette collaboration, de travail entre les équipes de Sophie à Tonko, pour qu'on puisse comprendre un peu comment ça se passe finalement un petit peu au quotidien, ce type de collaboration. Alors, là, on est vraiment dans de la recherche privée de start-up. Donc nous, on recherche des personnes qui peuvent nous permettre d'améliorer nos solutions justement pour développer de nouveaux médicaments d'alpha-immunothérapie à la stade, puisque c'est vraiment, encore une fois, l'ADN d'Atonco. Donc en réalité, on travaille sur des projets très spécifiques dans lesquels on demande à Sophie, à son laboratoire, de développer des modèles qui peuvent nous servir pour la validation préclinique, qui pourront nous servir pour la validation préclinique, justement sans utiliser d'animaux. Ce que je comprends aussi, c'est que pour Sophie, c'est un travail très spécifique qui est lié à un contrat entre Atonco et son laboratoire, dans lequel elle contribue aux efforts d'une start-up, en laissant un peu de côté sa recherche académique pour pouvoir se consacrer à un projet, on va dire, avec un objectif de développement d'un médicament pour des patients, puisque c'est notre vocation. Le métier de start-upper, c'est de partir d'un concept, d'une idée, d'un brevet, et d'en faire un médicament pour traiter le cancer. Merci beaucoup. On parle souvent de ce qu'apporte ce type de collaboration du point de vue industriel. Mais je serais intéressé, Sophie, par aussi savoir ce que ça apporte à toi en tant que chercheuse de travailler avec des industriels. Qu'est-ce que ça apporte que de rester, on va dire, dans son laboratoire, mais de sortir et de travailler avec des industriels comme Atonco? Mais on ne sort pas trop, justement, parce qu'on travaille beaucoup. En particulier, le projet Atonco est très délicat, et je n'en dirai pas plus, mais ça nous challenge pas mal, et c'est ça qui nous intéresse. Alors, il y a plusieurs aspects. D'abord, c'est un monde qui n'est pas celui normalement du chercheur public, en recherche publique. Et c'est un apprentissage de tous les jours. Ça nous force à revoir la façon dont on fait les choses et d'avoir vraiment des buts très... Parce que quand on est chercheur, on a tendance un petit peu à être sur une autre planète, à justement rechercher des choses qui un petit peu à l'aventure, tester une hypothèse. Bon, là, il faut vraiment aller directement au but pour trouver la solution. Et donc, c'est un complément pour nous d'expérience. Deuxième chose, eh bien, tous les projets que nous faisons pour le moment avec l'industrie, ça va pas tellement nous détourner en fait de notre recherche, puisque on doit réfléchir à un nouveau modèle, acquérir des techniques que l'on ne faisait pas forcément avant. Parce que c'est ça, en fait, la culture 3D, il n'y a pas encore de livre de cuisine où il y a chaque recette. Non, il faut vraiment réfléchir à comment faire un modèle en particulier. Donc, ça va nous apprendre en même temps des choses que l'on pourra utiliser par la suite dans notre recherche, parce que ce sera des protocoles nous aurons mis au point. Donc, ça va travailler avec des cellules avec lesquelles on ne travaillait pas avant. Je ne vois que du bénéfice. Et puis, enfin, la troisième chose, comme c'est un monde autre que celui auquel on est habitué, ça nous enrichit personnellement également. Donc on est sur une vraie collaboration, si j'ose dire, gagnant-gagnant, où les travaux que tu fais, Sophie, vont apporter directement à Atonco, vont apporter à ta recherche, vont apporter globalement à l'ICO et plus globalement contre la lutte contre le cancer et une meilleure prise en charge des patients. Si je résume comme ça cette collaboration... C'est un enrichissement intellectuel, bien entendu. Bien entendu, j'imagine tout à fait. Sylvain, là, on parle de l'accompagnement avec les équipes de Sophie. Je crois qu'il y a un autre type d'accompagnement aussi de la part de l'ICO dont
dont tu voulais un petit peu parler. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, donc il y a un deuxième aspect, je l'avais expliqué en introduction, c'est qu'on travaille avec les équipes de Guillaume Mercusseau, donc de ICO Innov, pour on va dire, développer des produits dans des startups. Il faut de l'argent, il faut du financement, et pour ça, il faut des investisseurs. Alors, ICO Innov a été créé en 2021, il me semble. Guillaume, tu pourras me corriger si je me trompe. Et je pense que Naogène a été le premier investissement, un des tout premiers investissements d'ICO Innov, ce qui veut dire qu'on inscrit ICO comme un associé des startups, que ce soit Naogène ou Atonco. Alors, ce n'est pas des investissements qui sont massifs par rapport à ce dont on a besoin. Pour vous donner un ordre de grandeur, Naogène, pour obtenir un AMM d'un générateur pour faire de l'imagerie en cardiologie et potentiellement en oncologie, ça représente 20 millions d'investissements pour aller jusqu'au marché. Pour Atonco, ça représente un investissement de l'ordre de 100 millions. Donc l'ICO ne va pas s'inscrire sur des montants comme ça, mais le fait d'avoir un institut de recherche et médical comme l'ICO, ça nous apporte beaucoup pour convaincre d'autres investisseurs qui sont généralement des family office ou des fonds d'investissement pour avoir. Donc pour nous, c'est un plus très important, sachant qu'on fait de la publicité, l'ICO Innov fait de la publicité de ses investissements dans nos startups, et pour nous, c'est un plus. Et on est très gré, on va dire, de l'équipe de l'ICO et de l'équipe de Guillaume de nous accompagner aussi dans ce sens-là. Merci beaucoup. Alors, on a un petit peu terminé là ce qu'on voulait pouvoir dire autour de cette thématique. Il nous reste un petit peu de temps là sur cette première 20 minutes. J'ai une petite question complémentaire pour toi, Sophie. Est-ce qu'il y a des défis particulier pour venir travailler avec ton équipe? J'imagine que non, mais pour d'autres entreprises qui voudraient pouvoir venir, finalement, comment on travaille ensemble? Alors tu veux dire avec une entreprise, pas... Oui, avec une entreprise. Pas simplement même quelqu'un qui voudrait travailler au labo. Mais il n'y a pas de... Nous, on aime la science, donc on est ouvert à tout problème que peut avoir une entreprise pour développer un modèle. Ils savent qu'ils vont devoir avoir un modèle préclinique in vitro, mais on est là, il suffit de nous contacter, surtout que maintenant on a cette plateforme PIC, alors ça veut dire plateforme d'ingénierie des cancers, la PIC, dont le laboratoire SCAT, sensibilité des cancers au traitement, fait partie. Eh bien, il suffit de nous contacter ou de contacter la DDI, et on est très ouvert. On aime beaucoup les interactions avec l'extérieur, et on va faire visiter notre laboratoire, parce que maintenant on commence à avoir des machines assez intéressantes à montrer pour faire de l'impression en 3D. C'est pas un laboratoire classique de biologie cellulaire et de culture cellulaire où il n'y a rien à voir en général. Là, il y a vraiment du matériel qui commence à arriver, donc on sera ravis également de faire des visites. Donc oui, on est très ouvert, contactez-nous. C'est comme de la collaboration en sciences. Si je vois qu'il y a quelqu'un, un collègue que je ne connais pas, mais qui fait un travail qui pourrait être très utile pour notre projet, on contacte et puis on voit si on peut travailler ensemble. Alors, merci à tous les deux pour cet échange. On va pouvoir prendre des questions dans la salle, si vous avez des questions pour nos deux intervenants. Alors, n'hésitez pas, la première question, c'est toujours la plus difficile. Bonjour, Grégory Boer d'Atlampol. Alors moi, je suis très content de vous voir tous les deux sur scène parce qu'on se connaît bien par l'incubateur. Et j'avais une question. En fait, le fantasme quand on accompagne des jeunes sociétés au démarrage comme les vôtres, c'est de se dire comment on fait pour que ça aille plus vite et pour augmenter les chances de succès. Et dans la collaboration que vous décrivez, je m'interrogeais sur est-ce que les essais que vous faites au niveau académique, du coup dans la plateforme ICO, vont être validés d'un point de vue réglementaire et peuvent remplacer la partie préclinique réglementaire, ou est-ce que ça reste une étape de dérisquage juste pour l'entreprise, mais qu'il faudra quand même passer par une préclinique réglementaire classique aujourd'hui? Moi aussi j'aurais des choses à dire. Non, mais je vais répondre du point de vue de la start-up. Il est évident que, d'abord, c'est exploratoire. C'est-à-dire qu'on a vraiment un programme de recherche dans lequel on pose une question et on travaille ensemble. C'est-à-dire c'est une vraie collaboration dans laquelle on va essayer d'avoir des résultats. Pour être très honnête avec vous, la recherche est en cours, les résultats ne sont pas définitifs.
Maintenant, concernant la question de la réglementation, c'est-à-dire de pouvoir utiliser la recherche préclinique construite sur le modèle du laboratoire de Sophie, il est évident qu'il faut qu'il réponde aux exigences réglementaires d'un développement d'un radiopharmaceutique. Et aujourd'hui, les agences du médicament, donc je parle de la FDA, de l'EMA ou de la NSM, sont très friands de ces nouvelles méthodes. Donc il y a une acceptation des agences pour accepter les modèles 3D dans lesquels on n'utilise pas des modèles cellulaires animaux. Et il y a un chemin réglementaire, et il y a aujourd'hui une acceptation des agences. Mais il est évident qu'il faut le qualifier d'un point de vue réglementaire pour que les études précliniques puissent nous permettre de déposer un dossier d'IMPD et déposer une demande de faire de la clinique, c'est-à-dire d'utiliser, on va dire, les résultats qu'on a obtenus en préclinique avec les modèles de SCAT du laboratoire de Sophie dans notre dossier du médicament. Je ne sais pas si j'ai répondu. Et si je peux ajouter une idée à ce que vous avez dit, ça va être une réglementation qui va être un peu spéciale. C'est ça, ça va pas être, il ne faut pas réglementer les modèles, parce qu'en fait, il y a un modèle par question, un modèle par molécule. Moi, je pense qu'on va pouvoir se passer complètement des animaux, parce que d'ailleurs, c'est déjà en cours aux États-Unis. Ils essaient de faire un body on chip, tous les organes représentés, mais sur puce. Donc, ce sera tout à fait possible d'étudier des métastases même. Mais ce qu'il va falloir faire, c'est réglementer les readouts, ce qu'on va mesurer. Ça, il faut que ça soit quelque chose de réglementé et que tout le monde s'y tienne pour qu'on puisse vraiment dire que les modèles fonctionnent. Et c'est à ce niveau-là. Mais d'essayer de choisir un modèle pour cette maladie, ça ne marchera pas. Merci. Je vais juste donner une réponse complémentaire. On peut se poser la question sur l'IA qu'elle vend en poupe aujourd'hui de l'innovation médicale. Aujourd'hui, les agences sont un peu frileuses à accepter des modèles IA à partir du moment où on ne comprend pas le modèle. Donc on va dire que l'acceptation du modèle réglementaire dans la préclinique, il faudra expliquer aux agences comment ça marche. Et ça, c'est important. Et je pense qu'au vu on va dire, des résultats et des études qui sont en cours, je me sens très confiant pour qu'on puisse défendre justement ces modèles sur puce. Alors on a encore le temps pour au moins une deuxième question. Bonjour, François Boquet, je suis responsable de la Data Factory à l'ICO. Ça m'intéresse cette discussion, mais finalement, est-ce que l'EMA, donc c'est dans la continuité de ce qui vient d'être discuté, est-ce que l'EMA est capable et compétente, est-ce que les experts de l'EMA sont capables de recevoir ce type de techno et de les évaluer de manière correcte en préclinique? Est-ce que ça pose la question, vous parliez de pédagogie, c'est un peu peut-être un peu pointu. Non, c'est une excellente question. Est-ce que les experts peuvent, on va dire, valider... Est-ce que les experts sont experts? Oui. Non, c'est que les agences, vous parlez de EMA, mais ça peut être n'importe quelle agence, FDA, NSM ou une agence étrangère, n'importe laquelle, ils ont besoin de valider. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils font appel à des experts. Donc généralement, nous, on vient avec on mobilise des groupes d'experts. On a la question qui se pose sur la dosimétrie dans l'étude ASTAT aujourd'hui en alpha-thérapie. Et là, on mobilise des groupes d'experts aux États-Unis, à l'ICO, puisqu'il y a un spécialiste de la dosimétrie de l'ICO. Et on doit, on va dire, mobiliser nous-mêmes des experts pour apporter l'expertise aux agents, aux fonctionnaires des agences du médicament. Et on leur apporte des résultats de travaux de groupes d'experts. Donc nous, on a besoin de construire cet argumentaire, d'expliquer le modèle. Comme je disais, l'IA, c'est un peu une boîte noire. Là, on a un modèle qui est ouvert. Il faut être capable de l'expliquer. Et on est obligé de mobiliser des groupes d'experts et de présenter les rapports et les résultats de ces groupes d'experts. En pratique à Tonko, le SCAT, ça va au-delà. C'est-à-dire qu'on est sur... Vous allez irriguer et alimenter ce que seront les recos demain en la matière. Oui, c'est correct. C'est qu'il faut qu'on soit moteur pour que les experts de EMA puissent répondre sur la base des groupes d'experts qu'on va nous-mêmes mobiliser. Alors je ne veux pas couper cette conversation, mais je pense que ça va pouvoir être une conversation qui pourra se continuer là tout à l'heure au cocktail. Mais on arrive sur la fin de cette première session. Donc je vous demande de remercier chaleureusement Sylvain et Sophie. Et puis j'invite les prochains à venir nous rejoindre sur scène.